Payant. Il est entré dans la course le dernier et s'imagine, comme tous les candidats, comme la surprise de ce scrutin. Et pour se faire entendre, il a choisi la face nord de l'Everest. Il croit en l'Europe. Bonjour Vincent Peillon. Bonjour. Ça vous a fait sourire, Oui. l'Europe. On va en parler, La mais face d'abord... nord de l'Everest. C'est ça. Je voudrais qu'on parle de Bachar el-Assad. Des médias français, dont France Info, ont rencontré Bachar el-Assad. Toutes les guerres sont mauvaises, dit-il, mais c'est parfois le prix à payer. Bachar el-Assad, j'allais dire qu'il parade, victorieux. Qu'est-ce qu'on a raté en Syrie ? On a raté, vous le savez, que les Américains, aussi sans doute après le vote des Anglais, après ce qu'ils avaient vécu en Irak, c'était une autre situation, mais malheureusement, ça pesait sur la suite. On renonçait à l'intervention que souhaitait la France. J'étais au gouvernement à ce moment-là. Je pense que c'était une ligne juste. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce que vous avez dit, la face nord de l'Everest. Ça va être encore pire avec l'arrivée de Trump, y compris ce qu'il dit sur l'OTAN, très inquiétant pour nos amis de l'Est européen. Avec un Poutine qui engrange ses victoires avec Bachar el-Assad et évidemment quand même le Hezbollah et les Iraniens. Il faut mesurer ce qui se passe. Et donc ça veut dire on n'aura pas le choix. Il faut maintenant plus d'Europe, une politique étrangère et de sécurité commune. Évidemment continuer, nous, d'accroître nos moyens militaires et de les moderniser, mais quand même d'avoir une politique de défense européenne. Ça fait combien d'années qu'on dit plus d'Europe sur la question des affaires étrangères? Ça avance, ça avance. Je fais ça depuis une dizaine d'années. J'avais succédé à Michel Rocard au Parlement européen sur ces questions. Là, on a une avancée. C'est pour ça que je propose le Fonds stratégique européen de défense, parce que la discussion menée avec les Allemands depuis quelques mois avance. Les Allemands sentent bien qu'il y a une difficulté majeure et que nous allons devoir... Alors, c'est surprenant, on n'avait pas pensé avoir plus d'Europe intégrée par la défense. Mais le monde a changé en très peu d'années. Il faut le mesurer d'ailleurs. Il y a une unanimité sur ce sujet-là au niveau européen? Il y a une belle avancée et vous savez ce qui est important dans ce sujet européen, il faut quand même que les gens l'entendent. C'est la question franco-allemande. Dès lors que la France et l'Allemagne avancent ensemble, ça avance. Est-ce que vous êtes pour la morale ou l'efficacité en diplomatie? Les deux ne sont pas contradictoires. Il faut faire attention à ne pas perdre ses principes, puisque lorsque nous discutons avec les autres, c'est ça qui compte. Il y a une espèce de non-pensée sur la question diplomatique. On dit, faut-il ou pas parler aux Russes? Mais enfin, on n'a pas fermé l'ambassade. Ils sont toujours à Paris. On leur parle tous les jours. La question n'est pas est-ce qu'il faut leur parler, c'est qu'est-ce qu'on leur dit. La question est quelles sont les priorités? Voilà ce que dit François Fillon. Il dit la priorité, c'est la lutte contre Daesh, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça justifie qu'on s'accommode, qu'on discute avec Bachar el-Assad. Une forme de pragmatisme sur la scène internationale. C'est pas un pragmatisme, parce que le pragmatisme, il faut l'avoir. C'est un découragement, c'est un désarmement, et ça peut être un déshonneur. Donc il faut faire très attention. Il faut parler, il faut chercher des solutions, mais pas à n'importe quel prix. Et en plus, il ne faut pas se faire avoir deux fois de façon trop complaisante. Je vais aller un peu plus loin. Justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Bachar el-Assad désormais? Je vais aller un peu plus loin. Oui. La vraie question, il faut le comprendre. C'est très grave ce que fait M. Fillon. Aujourd'hui, l'ordre international est mis en question. L'annexion de la Crimée, c'est remettre en question par un membre du Conseil de sécurité de l'ONU les principes mêmes de la vie internationale depuis la Seconde Guerre mondiale. On l'accepte. 300 000 morts civils en Syrie, soutenus avec des bombardements qui visent les populations civiles. On l'accepte. Donc, très bien, on va jusqu'où alors? On l'accepte et puis quoi? Donc on ne l'accepte pas sur la Crimée et puis quoi? Mais à force de reculer tout le temps, on ne donne pas une impression de fermeté. Je vous rappelle quand même que le point le plus important, il compte dans les relations avec Poutine, c'est les sanctions que l'Allemagne et la France ont décidées à Minsk, qu'il faut continuer d'exercer. Et je crois que M. Fillon tient comme par hasard. Et pour les lever, c'est l'exercice d'un rapport de force, ça? Non, je pense, attention, ça concerne M. Fillon, à droite, parce que lui est candidat à la présidentielle, il a été désigné. On en a aussi à gauche qui sont sur le même thème. Et on en a à l'extrême droite. Et on vient voir de quelle façon les Russes sont intervenus dans la vie politique, y compris aux États-Unis. Ne soyons pas naïfs. Une dernière question avant de revenir en France, quoique on y est encore en France. La France n'enverra pas de représentants à l'investiture de Donald Trump. On se souvient que la France avait envoyé Ségolène Royal aux obsèques de Castro. C'est une bonne idée, en réalité, de marquer sa mauvaise humeur, on va le dire comme ça, vis-à-vis de Donald Trump? Je ne l'avais pas vu, mais je trouve ça étrange. Donc je ne peux pas plus commenter. C'était, me semble-t-il, étrange. Il faudrait qu'il y ait un représentant français à l'investiture du président américain, quel que soit ce qu'on pense de lui en réalité? Il me semble que les États-Unis sont encore une grande démocratie, ils sont nos alliés quand même. Donc je ne sais pas si... Franchement, je suis surpris de cette information. C'est dit. Vous avez déclaré hier que Manuel Valls a blessé beaucoup de gens à gauche. Est-ce qu'il y a une gauche, on va dire majoritaire, irréconciliable avec Manuel Valls? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous savez, hier, après avoir dit ça, j'étais malheureux de ne pas avoir le temps de parler de mon projet.
Et je suis le seul à proposer de changer totalement par un Big Bang démocratique la vie politique française pour rapprocher les uns des autres par une proportionnelle intégrale. Je n'en peux plus des coups de menton, des claquages de porte, des comportements césariens des politiques et du fait que, vous vous rendez compte, 50% de nos compatriotes ne sont pas représentés. On gouverne la France avec 10%. Ça a valu pour la droite, ça a valu pour la gauche, et ça fait d'ailleurs qu'il n'y a jamais un président qui peut se succéder à lui-même. Donc je propose que, alors on peut dire la faute aux hommes, je n'y crois pas au bout de 40 ans. Donc c'est nos institutions qui posent un problème. Il faut les changer. Et il faut permettre que tous les citoyens soient représentés, participent, se sentent inclus et obligés. Non, parce que le problème de cette campagne, en réalité, elle est très courte. On vous entend les uns et les autres faire la liste de mesures, etc. Il y a quelque chose de très riche dans ce débat aujourd'hui qu'on vit à gauche. Mais la réalité, pardonnez-moi de vous déranger et de vous dire les choses clairement, c'est que les Français n'y croient plus à ces catalogues de mesures. Donc, la question se pose aujourd'hui de la méthode de la réforme. Comment est-ce que vous réformez Vous dites en gros, il faut changer les institutions. Comment vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, le système de la Ve République, il est bon, pour deux raisons. Il empêche un certain nombre de gens qui ne doivent pas être représentés d'être représentés. On pense généralement aux électeurs du Front National, mais enfin les centristes ne le sont pas non plus, les écologistes non plus. Et au bout d'un moment, c'est plus de la moitié de la France, et je n'ai pas l'impression que ces électeurs, finalement, diminuent. Je ne vois pas quel est le principe démocratique qui nous permettrait de dire vous ne méritez pas d'être représenté. Deuxièmement, c'est nous dire c'est plus efficace. Je constate l'inverse. Les institutions de la Ve République paralysent le pays depuis maintenant des années. Les grandes démocraties vivent avec quelque chose que je veux pour la France. Le rassemblement des Français, le respect des sensibilités politiques. Autour de quelques objectifs que j'ai fixés, c'est l'idée du contrat de gouvernement qui permet de dire à des gens, voilà, la France a besoin de 4 réformes. Une stratégie européenne dynamique, une solidarité modernisée, une économie tirée vers le haut par la connaissance et la transition écologique. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? La méthode, elle est très simple. La droite, pendant cette campagne de primaire, disait il faut aller vite. En gros, on a 100 jours pour réformer, certains disant il faut utiliser les ordonnances. Sur la méthode de la réforme, je rappelle peut-être un mauvais souvenir pour vous, la question des rythmes scolaires. Elle a été compliquée à mener, cette réforme. Qu'est-ce que vous en avez appris sur la façon de réformer le pays? On a bien vu que Manuel Valls avait dû dégainer le 49.3. C'est pas évident de réformer ce pays. Alors là, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si on tire de l'idée que la démocratie marchant mal, il faut s'en passer, ce qui est l'idée de M. Fillon, et donc gouverner par ordonnance, alors c'est même plus la peine d'aller voter. Donc je pense que c'est l'erreur majeure, mais c'est un tempérament français qui est assez ancien, c'est le bonapartisme français, c'est cette idée du chef. Mais plus personne n'en veut, ça ne marche pas comme ça. Il bloquera le pays en 100 jours. Une réforme, et même les rythmes, qui étaient voulus par la droite, qui a été négociée sur le terrain, 1 an de négociation, vous avez vu les difficultés. Il faudra des années pour absorber cette réforme. Bon, personne ne reviendra en arrière. Donc il faut du courage et de la consultation. Mais dans notre affaire, ce qui est très important aussi, c'est de gouverner autrement. Il faut se donner les moyens de se parler, de construire ensemble des majorités. Vous savez, une des fiertés, c'est pas les rythmes, la loi de refondation de l'école. Moi, j'ai pas eu besoin du 49.3. Je l'ai fait voter par tout le monde. Mais, enfin, par tout le monde à gauche, mais l'ensemble de la gauche. Mais qu'est-ce que ça supposait? C'était pas facile. Ça supposait de parler jusqu'au bout de la nuit, d'écouter, de respecter, de penser qu'on est plus intelligent. Donc en fait, il faut prendre le temps. Pour réformer, il faut prendre le temps. Pour réformer, il faut associer les Français. Vous n'allez pas leur imposer à la trique des réformes. Qui le pense? Vous voulez à nouveau qu'on soit dans la situation a été Alain Juppé en 97? Vraiment, ce que dit François Fillon, mais honnêtement, il y a un vrai problème dans la primaire de la droite, on va le dire. Ils ont cru que le Hollande bashing suffisait. Et ce qui est revenu dans cette primaire, c'est la plus vieille droite. Parce que vouloir s'attaquer à la protection sociale, c'était déjà 1967 par ordonnance. Vouloir privatiser l'école, c'est un projet qui a 30 ans. Vouloir revenir et dire, dans le champ politique, en tant que chrétien, je viens réformer, c'est avant 1905, ça. Il lui manque un petit siècle de vie républicaine. Donc il y a un vrai problème qui est que la droite, dans cette affaire, elle repart en arrière. Non, c'est pas par la violence qu'on va gouverner les Français, c'est par l'intelligence. Ça nous changera. Merci beaucoup Vincent Payon, c'est à vous William. Merci, à demain.